Bonjour à tous, bienvenue sur Le Concept, le compte Instagram et la chaîne YouTube de sociologie et de philosophie des sciences. Alors comme l'indique le titre, je vais tenter de vous donner un très bref aperçu de ce qu'est la sociologie, de ses méthodes employées, de la démarche du sociologue et enfin de sa tradition dans une chronologie historique. Qu'est-ce que la sociologie? Comme l'indique le fondateur de cette discipline, mais surtout de l'école française de sociologie en France, Émile Durkheim, on peut définir la sociologie comme la science des faits sociaux. Autrement dit, c'est la branche du savoir qui s'occupe de la dimension sociale de la vie en société. Plus précisément, la sociologie tente de mettre en lumière les représentations et les pratiques des individus intériorisés dans la société. Le sociologue s'intéresse plus particulièrement aux relations sociales entre les individus. Par ailleurs, on peut dire aussi que la sociologie est une science empirique, c'est-à-dire qu'elle fonde ses théories sur des données quantifiables par la statistique. Entre 1780 et 1860 approximativement, la double révolution politique et industrielle qu'a connue l'Occident impulse l'émergence de la discipline en lui donnant son premier objet d'étude. Qu'est-ce que la démarche du sociologue ? La sociologie fait son apparition au cours du XIXe siècle et est marquée en Europe par de profondes mutations et transformations politiques dans le prolongement de la Révolution française de 1789 et l'effondrement de la France d'Ancien Régime. La science du social naît d'une remise en cause de la monarchie absolue. La première occurrence du terme de sociologie est retrouvée dans le cours de philosophie positive écrit en 1830 par Auguste Comte. Je vais vous parler de trois figures centrales de la sociologie au XIXe siècle qui vont tour à tour exposer leur vision du monde. La première est Karl Marx, un militant révolutionnaire, philosophe, économiste, mais également philosophe. Lui semble plus préoccupé par le processus du développement capitaliste et théorise les fameuses classes sociales, des groupements d'individus qui ont pleinement conscience qu'ils constituent des classes et sont victimes objectives de la division du travail. L'avènement de la société humaine, pour lui, serait une société sans classe, une société communiste. Une deuxième figure est un des premiers et principaux sociologues de la sociologie allemande, je parle de Max Weber. Max Weber va tenter de comprendre ce qui fait la particularité des civilisations occidentales. Selon lui, c'est le processus de rationalisation, ou selon sa célèbre formule, le désenchantement du monde, qui va contribuer puissamment au recours de la prévision et du calcul dans les sciences en symbolisant le passage de l'explication magique à une rationalisation des phénomènes. Une troisième figure est Émile Durkheim, qui s'intéresse dans sa première œuvre, donc la division du travail social, il s'intéresse à la cohésion sociale en étudiant ce qu'il va nommer la solidarité mécanique, c'est-à-dire fondée sur la similitude et caractéristique des sociétés traditionnelles, et la solidarité organique, fondée sur la complémentarité et produite par la division du travail dans nos sociétés industrielles. Dans les règles de la méthode sociologique écrite en 1895 par Émile Durkheim, il est dit que la particularité de la sociologie réside dans l'étude du fait social. Le fait social correspond à, si je voulais citer, à des manières d'agir, de penser, de sentir extérieures à l'individu qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose à lui. Fin de citation. Par conséquent, on peut dire qu'il s'agit d'un phénomène à la fois antérieur, mais aussi extérieur à la conscience individuelle. La sociologie a donc pour domaine l'étude des faits sociaux envisagés comme des choses. Il faut expliquer le social par le social, pour reprendre ces termes. Max Weber, lui, va définir un élément de première importance dans la pratique de la sociologie. C'est la distinction entre le jugement de valeur et notre rapport aux valeurs. Toujours dans un idéal d'objectivité scientifique, le jugement de valeur, c'est-à-dire l'évaluation des actions d'autrui à partir de ses propres principes, est à proscrire immédiatement. Cette nette séparation entre les jugements moraux et l'analyse scientifique est appelée la neutralité axiologique. Dans la sociologie de tradition weberienne, ce qui importe le plus est la signification que donne l'individu à son action. Par cela, sa sociologie est dite compréhensive, puisqu'elle cherche du sens. Pour finir, Max Weber parle aussi d'idéal type, de modèles abstraits, élaborés à partir de certains traits volontairement grossis d'un phénomène pour rendre compte de sa réalité. Parlons maintenant des méthodes en sociologie.
Deux types de méthodes sont employées, les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Les méthodes quantitatives se caractérisent par l'usage des statistiques, par l'analyse d'un grand nombre de données et permettent d'obtenir des résultats sur des populations nombreuses. Cet artefact technique s'avère particulièrement efficace pour collecter de multiples données sur les caractéristiques des individus en société, comme par exemple les catégories socio-professionnelles, l'âge, etc. Ces éléments vont ensuite faire l'objet d'une catégorisation et d'une analyse comparative afin de mettre en lumière de potentielles régularités dans l'action sociale des individus. L'interprétation de ces données est la phase la plus délicate dans cette méthode puisqu'elle exige un soin méticuleux et une grande minutie lors des analyses terminales. L'autre méthode est dite qualitative. Ce sont généralement des entretiens individuels menés par des sociologues ou encore des observations participantes. Dans le cas de l'observation participante, le sociologue est en totale immersion dans le monde social qu'il étudie. Ces techniques permettent, entre autres, de rapprocher le chercheur de son objet d'étude, tout en considérant que, faisant partie intégrante de celui-ci, il doit faire très attention aux biais cognitifs et idéologiques qui vont inévitablement avoir lieu sur le terrain. Pour le dire vite, c'est une auto-objectivation dont le sociologue doit faire preuve en permanence afin de diminuer le plus possible son impact sur les résultats obtenus. Je vous renvoie aux travaux de Bourdieu qui a fait une sociologie critique très intéressante sur ce point. Pour finir, cette technique offre aux sociologues une quantité non négligeable de données sur les représentations et pratiques sociales dans leur ensemble, données à manier avec une grande précaution. Parlons maintenant de la tradition sociologique. La sociologie s'inscrit dans une tradition à la fois individualiste et holiste. L'individualisme méthodologique, terme forgé pour la première fois par l'économiste et sociologue Joseph Schumpeter, constitue un paradigme par lequel l'analyse de la réalité sociale découle de l'explication stricte des comportements individuels. Généralement attribuée à Max Weber, cette démarche vise à comprendre par l'interprétation le sens visé d'un ou des agents en fonction du comportement d'autrui et par extension éclairer le sens de toute activité sociale. On pourrait résumer l'individualisme par une formulation lapidaire comme celle-ci: tout ce qui est général a d'abord été individuel. Dans l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon, en France, l'individu adopte dans toute situation un comportement conforme à ses intérêts. Toutefois, cette approche n'est pas sans ignorer que l'individu entre en relation avec autrui, mais il élabore sa stratégie en tentant de prévoir les coups des autres. Le holisme, pour sa part, cherche à comprendre un phénomène social en l'envisageant dans une globalité et analysant les contraintes que la société exerce sur l'individu. Vous l'aurez peut-être deviné, Émile Durkheim, encore une fois, est un des ambassadeurs de cette approche. Considérant, encore une fois, que le tout n'est pas réductible à la somme de ses parties, la société est vue comme une entité qui agit directement sur l'individu en lui imprimant des manières d'agir et de penser qui vont par la suite paraître naturelles aux yeux des autres. Repris bien plus tard par le courant fonctionnaliste aux États-Unis dans les années 1950, courant qui envisage la société comme un ensemble cohérent dont chaque élément remplit une fonction particulière utile à l'équilibre global. Merci d'avoir visionné cette courte vidéo qui, je l'espère, vous aura donné envie d'approfondir quelques notions qui n'ont été que survolées dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui portera sur les pionniers de la discipline. Merci, au revoir.